Merci d'être présent à l'occasion de cette journée, du lancement de Citadelle. En quelques mots, je vais vous présenter. Vous êtes écrivain, agrégé d'histoire, vous enseignez à l'université de Paris 13. Vous avez publié récemment Le corps des autres, Laetitia ou la fin des hommes, qui avait remporté le prix Médicis en 2016. Et aujourd'hui, donc, vous venez de nous présenter cet ouvrage, Des hommes justes, que nous allons explorer au cours de cette rencontre. C'est un ouvrage qui explore la masculinité et ce que peuvent être ces nouvelles formes aujourd'hui, ce que peuvent être de nouvelles relations entre hommes et femmes, aujourd'hui, après que les hommes aient mené tous les combats, sauf celui de l'égalité des sexes. La première question que je me suis posée quand j'ai écrit ce livre, c'est d'où vient mon pouvoir ? D'où vient mon pouvoir en tant qu'homme, c'est-à-dire d'où vient notre pouvoir en tant que les hommes ont acquièrent et conservent un certain pouvoir qui n'est pas qu'un pouvoir politique, qui peut être un pouvoir économique, militaire, et aussi un pouvoir moral. Tant il est vrai que quand un homme prend la parole, on va davantage l'écouter que si c'est une femme. Et ça, c'est justement des choses qui sont codées, là encore, du point de vue du genre. Voilà. Donc, d'où vient mon pouvoir en tant qu'homme ? Et ça, pour répondre à cette question qui est d'une actualité brûlante, il fallait remonter les siècles et même les millénaires. Et c'est pourquoi mon livre remonte si loin, jusqu'au paléolithique supérieur, il y a 20 000, 30 000 ou 40 000 ans. Et la deuxième question que j'ai tenu à me poser, c'est pourquoi ne veut-on pas l'égalité ? Pourquoi, au fond, on n'a pas envie de l'égalité ? L'égalité, c'est une notion qui est inscrite au fronton de nos bâtiments publics, de nos écoles et de nos mairies. Et c'est une notion, si on faisait un rapide sondage, que tout le monde pourrait embrasser ou à laquelle tout le monde pourrait adhérer. Mais en fait, quand on voit concrètement comment ça fonctionne dans les rapports entre les hommes et les femmes, on voit bien que les hommes sont associés à un certain nombre d'atouts sociaux ou de privilèges, et en ce sens, ils ne sont pas complètement désireux d'accéder à cette égalité. Vous dressez d'ailleurs le tableau de deux féminismes en expliquant que le féminisme peut être à la fois une équivoque et une incertitude. J'aimerais que vous nous précisiez ces deux points, mais que montrer au-delà de ces différences combien justement l'affirmation sans cesse de la femme comme femme sujet, là encore, peut donner matière à réflexion et à soutien même des hommes. Je suis un peu gêné quand je dois m'exprimer sur le féminisme parce que j'ai pas l'impression que ce soit mon combat prioritaire. Je veux dire par là que je suis bien sûr féministe et la plupart de mes livres ont une orientation féministe. Et en ce sens, j'ai aucun problème à dire que je suis non seulement un féministe, mais même une féministe par solidarité avec les pionnières depuis Olympe de Gouges. Ce que je veux dire par là, c'est que être un homme juste, ce que je ne prétends pas être par ailleurs, être un homme juste, c'est aussi trouver sa juste place dans les combats en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et donc, mon combat prioritaire en tant qu'homme, c'est de repenser le masculin. Et c'est pour ça que j'ai une réticence à m'afficher, moi en tant qu'homme, comme un féministe. Je crois qu'il y a des pionnières et des femmes qui font ça beaucoup mieux que moi et avec beaucoup plus de courage et de pertinence. Maintenant, bien entendu, je suis féministe si le féminisme renvoie à des formes d'égalité, mais aussi de justice. Et ça renvoie à cette notion qui est profondément politique, qui est la justice de genre, et qui consiste, à mon sens, à redistribuer le genre. Et ici, je ne parle pas du tout de sexualité, encore une fois, j'en ai très peu parlé, et c'est quelque chose d'assez annexe. Redistribuer le genre, c'est-à-dire redistribuer la manière dont les rôles, le pouvoir, les activités, le sacré sont distribués dans une société, c'est-à-dire dans nos assemblées, mais aussi dans les entreprises, dans les administrations, dans les couples et dans les familles. Vous voyez qu'on est très loin de nos vies individuelles, parce qu'on peut être un gentil papa, un gentil mari, un gentil grand frère, et bénéficier indirectement de toute cette injustice
de genre qui pénètrent aussi bien nos couples, nos familles, que nos assemblées, et puis des choses auxquelles on pense moins, le transport, les transports, l'espace urbain, bien sûr, etc. Encore une fois, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une femme qui rentre chez elle à 2 h du matin le soir a peur quand elle entend l'écho de ses talons qui claquent sur le bitume, alors qu'un homme, lui, il rentre, il n'y a pas de problème? Vous voyez bien que c'est indépendant de nos petites individualités. Ça renvoie à des problèmes systémiques, et là je crois qu'on est précisément dans le lieu ad hoc, idoine, pour le prendre en charge. Donc cette justice de genre, encore une fois, que pourrait-elle être, notamment en termes de respect réel? Je vais vous présenter 3 types de masculinité, des nouvelles masculinités en quelque sorte, qui me paraissent compatibles avec les droits des femmes et propres à diffuser cette justice de genre que j'appelle de mes voeux. Premièrement, une masculinité de non-domination, c'est-à-dire une masculinité qui ne serait pas synonyme de pouvoir, ou qui ne serait pas le monopole d'un pouvoir. C'est-à-dire une masculinité de non-domination, une manière d'être un homme, viril ou pas viril, ou peu importe encore une fois, une manière d'être homme, une manière d'incarner sa masculinité, sans que ça se rapporte ni à un monopole, ni à une autorité, ni à un pouvoir. Deuxièmement, une masculinité d'égalité. La masculinité d'égalité consiste non seulement à promouvoir l'égalité en tant que valeur en soi, en tant que valeur politique, mais aussi à la vivre. Vivre l'égalité dans son couple, dans sa famille, dans l'entreprise, au bureau, dans les transports, dans la rue, dans les assemblées. Et vous voyez que nous sommes tous, autant que nous sommes, des acteurs de sphères sociales différentes. Enfin, la troisième masculinité que je dessine, et je répondrai plus précisément à votre question, c'est la masculinité de respect. Et ici, cela concerne tout ce qui a trait à la séduction, au désir, à l'amour et au sexe. Comment le consentement se manifeste-t-il? La manifestation du consentement. Il y a plusieurs slogans, qui sont des slogans féministes auxquels j'adhère, qui essayent de réfléchir à cette manifestation du consentement. L'un de ces slogans, qui résume assez nettement l'état de la réflexion, c'est « non, c'est non ». C'est-à-dire, une fois qu'une femme, je vais prendre l'exemple d'une femme, même si bien sûr il y a parfois le cas opposé, mais ce sont bien souvent des femmes qui sont victimes de violences physiques, sexuelles, etc. Une fois qu'une femme a dit non de quelque manière que ce soit, en matière de sexe, mais aussi en matière de drague, en matière de recevoir des compliments toute la journée, enfin de faux compliments toute la journée qui finissent en fait par des agressions, une fois qu'une femme a dit non, une fois qu'une femme a manifesté une fin de non-recevoir, la relation de séduction et a fortiori la relation sexuelle s'arrête. Ça, c'est un premier slogan. Mais je préfère un autre slogan qui me paraît beaucoup plus fort, qui consiste à dire « oui, c'est oui ». Et c'est un slogan beaucoup plus fort parce que ça demande, en termes de consentement amoureux, une manifestation active, volontaire, de s'engager dans une relation de séduction, une relation intime au sens large. Si on reste dans le slogan « non, c'est non », il y a des situations où une femme n'a pas dit non explicitement et pourtant, tout en elle, dit non. C'est par exemple des situations d'inconscience en raison de la prise de drogue ou de la prise d'alcool, mais ça peut aussi renvoyer à des situations de peur, de panique, de terreur, ou des situations où en quelque sorte la femme est tellement écrasée par la peur ou la terreur qu'elle n'a même pas eu la force de dire non. Et là, c'est trop facile ensuite pour le violeur de dire « elle n'a pas dit non, alors en fait j'ai compris que c'était oui ». Donc le fait de passer à ce slogan « oui, c'est oui », je crois que ça permet de sortir de cette pseudo-zone grise et en fait de nous rendre à nous-mêmes, à notre liberté et à notre bonheur. Parce qu'encore une fois, la drague consentie, l'amour consenti et le sexe consenti, il n'y a rien de plus beau. Tout à fait. Le dernier mot, peut-être, ce sera pour dire que la masculinité, ce n'est pas simplement une conception individuelle, psychologique. Ça renvoie aussi à toute une conception sociale. Et c'est pour ça que, ici, je suis heureux d'être associé à ce lieu
dans lequel, socialement, collectivement, nous essayons de combattre les pathologies de la masculinité et tout particulièrement les masculinités criminelles. Merci Yvan Jablonka pour cette exploration très riche.